quotidienne, nous utilisons des quantités astronomiques d'essence, qui est en fait un pétrole raffiné, et ce, pour faire avancer notre véhicule. Lors de la combustion effet d'hydrocarbures, divers gaz sont émis dans l'atmosphère, dont du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et des oxydes d'azote, qui contribuent au réchauffement climatique et à la dégradation générale de notre planète. Or, il existe une alternative aux combustibles fossiles, les biocarburants. Les biocarburants sont des combustibles liquides produits à partir de biomasse, c'est-à-dire de matières organiques provenant de sources végétales ou animales. Mais voilà que le biodiesel arrive. Le biodiesel peut être obtenu à partir de l'huile, dont celle contenue dans des algues. Les algues ne sont pas des aliments convoités et leur utilisation ne compromettrait donc aucunement l'alimentation des populations. Par ailleurs, cette méthode innovatrice permettrait d'obtenir un cycle carboneux, car le dioxyde de carbone émis lors de la combustion du biodiesel serait capté par les algues plus tard. Ainsi, on contribuerait beaucoup moins au réchauffement climatique. Les algues sont des ressources abondantes dans l'environnement et sont déjà utilisées pour créer des cosmétiques et à des fins médicales. En fait, derrière moi, vous pouvez voir le lac Saint-Louis qui contient des algues bleues qui sont en fait des cyanobactéries. Les cyanobactéries du lac Saint-Louis contiennent des quantités insuffisantes pour produire considérablement de biodiesel. Par contre, l'utilisation d'un autre type d'algue, soit Chlorella vulgaris et Nanochlorotis, et ce, sur une plus grande échelle, pourrait produire beaucoup plus de biodiesel. Chlorella vulgaris est en fait une microalgue unicellulaire de couleur verte qui fait la photosynthèse. Nous avons aseptisé l'environnement de travail avant d'inoculer une culture de Chlorella vulgaris. En fait, une solution de glycérol, une culture de cellules d'algues et une solution de Bose Medium a été mélangée dans des proportions précises pour former une solution d'algues. Cette solution a ensuite été placée sur une plaque agitatrice en dessous de lumière fluorescente, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Nous avons ajouté du glycérol et du Bose Medium à la culture d'algues pour créer un milieu propice à la prolifération des cellules d'algues. En fait, l'éthanol est un composé organique contenant de l'oxygène et du carbone et il peut donc fournir du dioxyde de carbone aux cellules afin qu'elles puissent faire la photosynthèse. De plus, Bose Medium sert à faciliter la croissance de cultures d'algues en fournissant aux algues les nutriments et minéraux dont elles ont besoin. En faisant de la recherche, j'ai compris l'importance d'optimiser la prolifération des cellules d'algues chez Chlorella vulgaris. En fait, chez ces microalgues, divers facteurs influent directement sur la production des lipides, qui sera plus tard extrait pour en faire du biodiesel. Une augmentation de la concentration de CO2, la présence d'un milieu aquatique, une augmentation de la luminosité et une baisse de la température auront tous pour effet d'augmenter la production de lipides. Dans la deuxième partie du projet, ma collègue et moi avons mesuré l'absorbance d'une solution de Chlorella vulgaris, et ce, à une longueur d'onde de 685 nanomètres. Cela nous a permis de développer nos habiletés quant à l'utilisation d'un spectrophotomètre et de micropipettes. Nous avons mesuré l'absorbance d'une solution de Chlorella vulgaris afin de déterminer si la croissance des cellules était bonne. En fait, plus l'absorbance est élevée, plus les cellules d'algues prolifèrent. Ma collègue Pierre et moi avons mesuré l'absorbance au jour 10 et avons obtenu une absorbance de 0,288 nanomètres. De plus, au fil des jours, l'absorbance devrait augmenter. En fait, en regardant les absorbances mesurées pour le même échantillon d'algues sur plusieurs jours, on constate que de manière générale, autant pour Chlorella vulgaris que pour Nanochlorotis, l'absorbance augmente, ce qui est bon signe. En regardant la vidéo expliquant les concepts et techniques quant à ce laboratoire, j'ai appris que les chloroplastes et les cellules d'algues contiennent des sacs de thylakoïdes. Ces derniers contiennent 3 types de pigments, soit de la chlorophylle qui est verte, des caroténoïdes qui sont oranges et des anthocyanes qui sont rouges. Les plantes tentent d'absorber la lumière violette et bleue du spectre électromagnétique de la lumière, car elle contient plus d'énergie, énergie employée notamment pour faire la photosynthèse. De manière générale, les plantes n'absorbent pas la lumière verte. Celle-ci est en fait réfléchie vers nos yeux et c'est pourquoi nous percevons bien les plantes comme étant vertes. Nous avons d'abord regardé un échantillon de notre culture d'algues et un échantillon de levure au microscope optique afin d'identifier les organelles présents. Puis nous avons regardé un échantillon de Chlorella vulgaris sous un microscope à fluorescence pour tenter d'identifier les différents organelles. Enfin, nous avons compté le nombre de cellules dans un échantillon dilué en utilisant un hématimètre pour pouvoir ensuite estimer la prolifération d'une culture d'algues. Lors de ce laboratoire, j'ai appris l'utilité d'un hématimètre et comment m'en servir. En fait, l'hématimètre est une petite lampe de verre sabrier permettant de compter le nombre de cellules dans chaque carré d'un échantillon représentatif. Puis, en utilisant la formule à l'écran, on peut déterminer le nombre de cellules par millilitre de la solution diluée. Dans notre cas, nous avons obtenu un total de 1,5 fois 10 à la 6 cellules par millilitre de solution diluée. En observant l'échantillon de notre culture de Chlorella vulgaris, on constate que les cellules sont très dispersées les unes par rapport aux autres. Si on regarde la cellule au milieu de l'illustration, on voit qu'elle est petite, ronde et plus pâle aux extrémités qu'au centre. La partie la plus foncée est en fait le noyau et la partie la plus pâle, la membrane cytoplasmique. Vous pouvez maintenant observer des cellules de levure. Beaucoup de cellules en forme ovale sont présentes dans l'échantillon et elles sont collées les unes sur les autres. Les petits cercles ronds et foncés sont en fait les noyaux et les endroits transparents sont des vacuoles. Voici à présent deux images montrant les cellules de Chlorella vulgaris observées sous un microscope à fluorescence. Encore une fois, les cellules sont petites, rondes et il y en a peu. En vert, ce sont les lipides et en rouge, c'est le reste de la cellule. Sur les images, il est difficile de distinguer l'emplacement exact des lipides dans la cellule. Or, en général, dans les cellules d'algues, bien que les lipides peuvent se retrouver à divers endroits, ils sont principalement présents dans les membranes des cellules sous forme de phospholipides. Dans un microscope à fluorescence, un premier film ne laisse passer que la lumière ayant une longueur d'onde spécifique et correspondant au matériel fluorescent utilisé dans le microscope. Plus la lumière entre en contact avec les atomes des cellules et des organettes, les électrons sont excités. Ils vont désormais avoir un niveau d'énergie plus élevé. Finalement, le niveau d'énergie des électrons va finir par décroître, ce qui va émettre de la lumière qui va devoir passer à travers un second fil pour pouvoir être détecté par l'œil humain. Les huiles dans les cellules d'algues sont faites principalement d'atomes de carbone et d'hydrogène qui peuvent être excités, qui peuvent donc émettre de la lumière de la couleur verte,
ce qui permet de les identifier sous le microscope à fluorescence. Nous avons d'abord mesuré l'absorbance d'une culture de Chlorella vulgaris avec un spectrophomètre réglé à une longueur d'onde de 185 nanomètres. Nous avons obtenu une absorbance de 0,905. Ensuite, nous avons extrait l'huile des cellules d'algue en utilisant une centrifuge dans un premier temps et un four à un écrasage manuel dans un second. Aussi, d'autres méthodes existent pour extraire l'huile, dont l'électroporation qui produit une augmentation de la conductibilité électrique et de la perméabilité des membranes cellulaires, ce qui permet à plus de lipides d'être extraits. L'absorbance a été calculée à 185 nanomètres parce que l'arrêt du graphique représente le nombre de cellules en fonction de l'absorbance à 685 nanomètres. Les deux absorbances devaient être les mêmes afin qu'il soit possible d'utiliser l'équation du graphique pour calculer la quantité de cellules d'algue présentes dans notre échantillon. Avec cette méthode, on obtient 4,69 fois 10 à la 7 cellules par millier de solution. Or, en utilisant un hématimètre, on obtient 1,5 fois 10 à la 6 cellules par millier de solution, ce qui est largement inférieur à la première méthode et qui peut être expliqué par le fait que la solution utilisée pour l'hématimètre était 25 fois moins concentrée en culture d'algue. Finalement, j'ai appris que le biocarburant pouvait aussi être produit en utilisant le gras provenant de liposuction faite sur des humains. Une fois le gras prélevé de patients serait nettoyé afin d'ôter ses impuretés, puis converti en biodiesel qui pourrait être brûlé. Quel moyen original pour recycler! Nous avons déterminé la quantité d'acide gras libre dans un échantillon d'huile de soya vierge et dans un échantillon d'huile usée en procédant par titration, ce qui m'a permis d'apprendre comment fonctionne une titration. Lors de la titration, une solution d'hydroxyde de potassium avec une concentration connue était ajoutée goutte par goutte à une solution dont le volume était connu, mais la concentration inconnue. Cette solution, l'analyte, contenant entre autres de l'isopropanol, du rouge de phénol, qui est un indicateur, et de l'huile ayant une quantité inconnue d'acide gras libre. Les gouttes de KOH étaient ajoutées jusqu'à ce que l'analyte reste rose pâle. Le volume de KOH était alors lu sur la burette. En utilisant la formule à l'écran, le pourcentage masse-volume d'acide gras libre a pu être calculé. Il était de 0,39 pour l'huile usée et de 0,21 pour l'huile de soya vierge. Il est tout à fait normal que l'huile usée contienne plus d'acide gras libre. Puis la quantité exacte de KOH devant être utilisée pour la transestérification qui sera faite demain a été calculée. La masse de KOH devant être ajoutée à l'huile de soya vierge devra être de 0,39 g et celle ajoutée à l'huile usée de 0,43 g. Lors du laboratoire d'aujourd'hui, nous avons déterminé la quantité exacte de KOH devant être utilisée pour la transestérification de chaque huile, car un excès de KOH pourrait faire que les acides gras libres réagissent avec ce dernier, ce qui produirait du savon et par le fait même nuirait à la purification du biodiesel. Deux transestérifications ont été effectuées pour produire du biodiesel à partir d'huile de soya vierge et d'huile usée. Lors de ce processus, du KOH a été dissous dans du méthanol et un émeilleur contenant de l'huile a été placé dans de l'eau chauffée. Le KOH agit comme catalyseur en abaissant l'énergie d'activation, ce qui a pour effet d'augmenter la vitesse de la réaction. Ensuite, un mélange de méthanol et de KOH a été ajouté à l'huile et le tout a été chauffé. Il est important de maintenir la température au-dessus de 45 degrés Celsius, car plus la température est basse, plus la réaction prend de temps à se dérouler. Par ailleurs, le méthanol est un alcool volatile ayant un point d'ébullition de 65 degrés Celsius. Il ne fallait donc pas dépasser 55 degrés Celsius, car au-delà de cette température, le méthanol se serait trop évaporé. Les résultats de l'expérience auraient été affectés. Enfin, le mélange a reposé plusieurs heures afin qu'une décantation se produise. Puisque le biodiesel a une plus petite densité que le glycérol, il forme la phase du haut. En théorie, chaque molécule d'huile réagit avec 3 molécules de méthanol pour former 3 molécules de biodiesel, ou plus précisément d'ester méthylique d'acide gras, ainsi qu'une molécule de glycérol. Or, lors du laboratoire, la quantité de réactifs utilisés ne respecte pas les coefficients stoichiométriques de l'équation balancée, car 6 moles de méthanol réagissent avec une mole d'huile. En fait, selon le principe de Le Chatelier, en augmentant la quantité d'un des réactifs, de méthanol dans ce cas-ci, la réaction directe est favorisée. Ainsi, la quantité de produit augmente, et plus de biodiesel est produit, ce qui est ce que l'on souhaite. En discutant avec les professeurs, j'ai pu comprendre pourquoi lors de cette expérience, l'huile utilisée provenait du magasin plutôt que de nos algues. En fait, même en combinant les algues produites par tous les élèves du programme de sciences de la nature, la quantité d'algues aurait encore été insuffisante. Nous avons transféré le biodiesel dans un cylindre gradué et 53 ml ont été obtenus pour l'huile de soya vierge et 54 ml pour l'huile usée. Puis le biodiesel a été transféré dans un bulbe à décantation et de l'eau a été rajoutée avant que le tout soit mélangé. Finalement, un bulbe à décantation a reposé plusieurs heures afin que l'eau et les impuretés se séparent du biodiesel. Le but de cette procédure était de nettoyer le biodiesel en retirant les impuretés de sorte à ce qu'il respecte les standards commerciaux. Le rendement était de 91% pour l'huile de soya vierge et de 93% pour l'huile usée, ce qui est inférieur au rendement de 98% que nous devions obtenir. La différence est en partie due au fait que lors de la décantation, une petite quantité de biodiesel restait dans un mélange de glycérol. Aussi, la réaction survenue lors de la transférification était sûrement incomplète, ce qui fait qu'une plus petite quantité de biodiesel a été formée. Dans notre expérimentation, le pourcentage de conversion pour l'huile de soya vierge, 96%, est inférieur à celui de l'huile usée, 98%, parce que la décantation a été moins bien réussie. Nos résultats n'appuient pas la théorie. En fait, les pourcentages de conversion en biodiesel de l'huile usée et de l'huile de soya vierge devraient avoir la même valeur, car le même volume d'huile a été utilisé pour la transestérification. En faisant de la recherche, j'ai pu apprendre que convertir les huiles usées en biodiesel est généralement plus difficile que les huiles vierges, puisqu'elles contiennent une plus grande concentration d'acide gras libre qui produit du savon avec l'excès d'ions catalyseurs. Puisque l'huile usée
contenait plus d'acide gras libre, plus de coriace y a été ajouté. Nous avons placé un brûleur contenant un combustible en dessous d'une canette contenant 250 ml d'eau. Puis nous avons allumé la mèche, mis du papier d'aluminium autour du brûleur pour minimiser la perte de chaleur et mesurer la variation de température de l'eau ainsi que la quantité de combustible brûlé. Ainsi, en utilisant la formule calorimétrique Q égale MC ΔT, nous pouvons comparer la chaleur massique lors de la combustion d'éthanol, d'octane, de pétrodiésel, de biodiesel issu d'huile de soya vierge et de biodiesel issu d'huile usée. Comparativement aux autres combustibles, le pétrodiésel avait une odeur nauséabonde lorsqu'il était brûlé, dégageait beaucoup de fumée de couleur gris foncé, sa flamme était très grosse, sur environ 15 cm. À l'écran, vous pouvez voir un tableau synthèse comparant la chaleur massique de combustion que nous avons obtenue, celle obtenue en moyenne par la classe et la théorique. Nos résultats sont généralement assez près de ceux obtenus en moyenne par la classe, mis à part pour le biodiesel provenant d'huile usée. Nous avons obtenu une chaleur massique de combustion de 26,1 kJ par mol, ce qui est de loin la plus grande des 5 combustions de sepsis aujourd'hui. L'erreur dans nos résultats est sans doute due à un mauvais brassage de l'eau, ce qui a fait que la température était non uniforme lors du chauffage. Ainsi, la température indiquée sur le globo était incorrecte. Si on se fie aux données de la classe, le combustible avec la plus grande chaleur massique de combustion est l'octane. Puisque l'octane a la plus grande chaleur massique de combustion théorique, il est tout à fait logique qu'il ait aussi la plus grande chaleur massique de combustion expérimentale, car tous les combustibles ont été soumis à la même procédure et les sources d'erreur affectaient également tous les combustibles testés. Aujourd'hui, j'ai appris que bien des sources d'erreur sont survenues et que c'est pourquoi les valeurs expérimentales sont très basses par rapport aux valeurs théoriques. Voici cet exemple. Erreur de manutention quand on attend trop longtemps avant de mettre un bouchon, ou mal brasser l'eau, perte d'énergie dans l'environnement et combustions incomplètes. Nous avons attentivement observé la machine que vous pouvez voir sur l'image dans le but de comprendre son fonctionnement. Il s'agit en fait d'une machine semi-automatique permettant de convertir n'importe quel végétal propre en biodiesel. En faisant le travail préparatoire, c'est-à-dire en dessinant une machine automatique permettant de faire du biodiesel, j'ai appris qu'il était possible de faire évaporer le méthanol et l'eau pour pouvoir ainsi les réutiliser dans le processus. Pour ce qui est des sources, j'ai utilisé le Google Doc intitulé Biodiesel Project 2008 Student Version, les PowerPoint mis sur Moodle et Mastering Chemistry 2017. J'ai aussi utilisé l'information dans divers articles scientifiques dont Strategies for Lipid Production Improvement in Microalgae as a Biodiesel Feedstock, Effect of Temperature and Nitrogen Concentration on the Growth and Lipid Content of Nanochloropsis circula and Chlorella vulgaris for Biodiesel Production et Lipid Extraction Methods for Microalgae, a Comprehensive Review. Je tiens également à remercier les enseignants de chimie et de physique du Collège international de Saint-Anne